En ce moment même, dans une salle où vous ne serez jamais conviés, un petit groupe de chercheurs est assis sur quelque chose qu'ils n'osent pas vraiment dire à voix haute. En 2024, ils ont soumis les manuscrits de la mer morte à une intelligence artificielle et l'ont laissé lire pendant 96 heures d'affilée. Quand elle a eu terminé, personne n'a applaudi. Un silence s'est installé dans la pièce. Ils ont commencé à se réunir à huis clos et ils ne se sont pas arrêtés depuis. Parce que la machine n'a pas simplement lu le plus ancien texte biblique de la planète, elle a lu ce qui était enfoui à l'intérieur, des choses qu'aucun œil humain n'avait jamais réussi à déceler. Et une fois que vous aurez compris ce qu'elle a mis au jour, vous saurez exactement pourquoi ces gens ont cessé de parler à la presse. La pierre sans écho. Tout a commencé avec une chèvre égarée. Au printemps de 1947, un berger bédouin du nom de Mohamed Eddib escaladait les falaises surplombant la mer morte à la recherche d'un animal qui s'était éloigné de son troupeau. Pour le débusquer d'une grotte, il lança une pierre dans l'obscurité, et cette pierre ne résonna pas comme le fait une pierre jetée dans une caverne vide. Elle claqua contre quelque chose de creux, de la poterie. Alors il s'introduisit à l'intérieur, et dans cette obscurité, il découvrit 7 jarres en argile scellées à la cire. Prenez un instant pour vous mettre à la place de ce berger dans cette grotte, seul, sans la moindre idée qu'il se tenait à l'endroit le plus significatif de toute l'archéologie moderne, face à 7 récipients scellés qui n'avaient pas été ouverts depuis avant l'époque du Christ. Il cherchait une chèvre. Il ne savait pas ce qu'il venait de trouver. Il n'aurait pas pu le savoir. Ce qui se trouvait à l'intérieur de ces jarres représentait la découverte archéologique la plus importante de tout le XXe siècle, les manuscrits de la mer morte, environ 25 000 fragments de cuir, de parchemin et de papyrus, les plus anciennes copies connues de la Bible hébraïque, des textes qui précédèrent les Écritures utilisées par l'ensemble des traditions juives, chrétiennes et islamiques modernes de plus de 1000 ans. Des écrits qu'aucune personne vivante n'avait posés les yeux depuis 2 millénaires. Réfléchissez à ce que ce berger a véritablement ouvert. Ce n'était pas juste une grotte, c'était une fenêtre sur ce à quoi ressemblait la Bible avant que 2000 ans de traduction et de révision ne la façonnent pour en faire le livre que le monde connaît aujourd'hui. Et voici la partie sur laquelle personne n'aime s'attarder. Pendant 75 ans après que cette chèvre se fût égarée, nous étions à peine capables de lire ce qu'il avait trouvé. Les fragments sont minuscules. L'encre a presque entièrement disparu. Les travaux académiques sont dispersés entre des dizaines d'institutions, des dizaines de langues et des dizaines d'agendas concurrents qui ne s'accordent pas toujours. Imaginez honnêtement la situation. Un chercheur dans un pays passe une décennie sur une seule colonne de texte, débattant dans des revues spécialisées pour savoir si une tache effacée est une lettre ou un défaut du cuir. Et le fragment qui permettrait de compléter exactement cette phrase-là est entreposé dans des archives scellées sur un autre continent, photographié une seule fois, classé sous un numéro de catalogue différent, jamais relié aux travaux menés à 1000 kilomètres de là. Les pièces ne se sont jamais trouvées dans la même salle, elles n'ont même jamais participé à la même conversation, et le problème va bien au-delà de la simple distance. Certains de ces fragments sont plus petits que votre ongle. L'encre qui s'y trouve se confond avec la couleur du cuir environnant. Un seul morceau peut contenir 3 lettres, et ces 3 lettres peuvent appartenir à un mot qui modifie le sens d'un verset entier. Si seulement on pouvait déterminer quel mot, quel verset, et lequel des milliers d'autres fragments il côtoyait autrefois. 3 lettres à la fois. Pendant 75 ans, c'est le mur contre lequel l'ensemble du domaine s'est heurté, 3/4 de siècle durant. Les preuves ont survécu, les fragments ont survécu, mais aucun esprit humain ne pouvait tenir tout cela en même temps, tout recouper simultanément, comparer chaque trait effacé à tous les autres traits effacés de l'ensemble de la collection. La limite n'a jamais été les manuscrits, la limite, c'était nous, jusqu'en 2024. Une équipe de chercheurs travaillant au sein de 3 universités différentes a chargé l'intégralité des archives dans un modèle d'apprentissage profond, entraîné spécifiquement à reconnaître l'écriture manuscrite des anciens textes en hébreu, araméen et grec. Chaque fragment, chaque photographie, chaque scan infrarouge et multispectral, réalisé au fil des décennies,
Tout a été intégré dans un seul et même système, puis mis en marche. 96 heures plus tard, la machine a rendu ses conclusions, et c'est à ce moment précis que les chercheurs ont cessé de vouloir en parler. Car ce qu'elle a découvert ne commence pas dans le confort douillet d'une bibliothèque universitaire. Cela commence dans l'un des endroits les plus terrifiants du désert de Judée, la grotte de l'horreur. On l'appelle la grotte de l'horreur, et ce nom n'a pas été choisi à la légère. En 2021, des archéologues israéliens ont lancé une expédition dans l'une des grottes les plus dangereuses et les plus inaccessibles du désert de Judée, la grotte numéro 8. Un site partiellement exploré des décennies auparavant, mais jamais entièrement fouillé. Elle a hérité de son nom à cause de ce que les expéditions précédentes y avaient été trouvées. Environ 40 squelettes, des hommes, des femmes, des enfants. Il s'agissait de réfugiés juifs qui s'étaient cachés dans cette grotte durant la révolte de Bar Kokhba contre Rome, aux alentours des années 132 à 136 de notre ère. Les Romains les avaient retracés jusqu'ici, avaient établi leur campement sur les falaises au-dessus, et s'étaient simplement mis à attendre. Pas d'eau à l'intérieur de la grotte, pas de nourriture, aucune issue possible. Les réfugiés ont péri là même où ils s'étaient dissimulés, pris en étau entre les soldats romains et une chute de plus de 75 mètres, préférant la mort à la reddition. Leurs ossements sont restés dans cette grotte pendant près de 1900 ans. Prenez le temps d'imaginer cette scène. Des familles entières tassées dans l'obscurité, à l'écoute des soldats se déplaçant sur la roche au-dessus d'eux, sachant que personne ne viendrait, sachant que l'eau était épuisée, sachant comment tout cela allait finir. Et dans ces derniers jours, avec tout ce poids qui s'abattait sur eux, certains continuaient encore à recopier les Écritures, continuaient à en préserver les mots. Ce détail aura bien plus d'importance que vous ne pouvez l'imaginer à cet instant. L'expédition de 2021 a permis de récupérer environ 80 nouveaux fragments de rouleaux, de minuscules morceaux de parchemin. Certains ne dépassaient pas la taille d'un ongle, conservés par rien d'autre que la sécheresse implacable de la grotte et sa température constante. La plupart étaient trop endommagés pour être déchiffrés à l'œil nu. D'autres présentaient un texte lisible. Certains ne laissaient apparaître que de vagues traces. D'autres semblaient entièrement vierges, jusqu'à ce qu'on les soumette à des techniques d'imagerie avancées. Mais les chercheurs savaient ce qu'ils tenaient entre leurs mains. Ces fragments appartenaient au rouleau des 12, également connu sous le nom de rouleau des petits prophètes, renfermant des passages des livres de Nahum, Zacharie et d'autres écrits prophétiques. Et voici ce qui est étrange, ils étaient rédigés en grec, pas en hébreu, pas en araméen, en grec. Les manuscrits de la mer Morte sont, dans leur immense majorité, en hébreu et en araméen. Les fragments en grec sont rares, et lorsqu'ils apparaissent, ils témoignent d'une communauté juive ayant adopté la langue du monde méditerranéen au sens large, une communauté qui lisait et préservait ses écritures en traduction. Gardez à l'esprit l'endroit précis où ce grec-là a été retrouvé. Pas dans une bibliothèque, pas dans un temple, dans la grotte de l'horreur, aux côtés des ossements de gens qui sont morts en le tenant. Alors qui étaient ces personnes, dissimulant des écritures en grec dans une terre de langue hébraïque, recopiant des textes sacrés pendant qu'un empire les traquait à travers le désert? Pendant des décennies, la réponse honnête était que personne ne pouvait en être certain. Les fragments étaient trop dégradés. Les chercheurs pouvaient identifier quelques lettres, proposer des reconstructions provisoires, puis s'arrêter là. Toute certitude était hors de portée. Il leur fallait quelque chose de plus puissant que les yeux et la patience humaine. Il leur fallait une machine. Ce que la machine a vu. L'analyse a débuté grâce à une technologie qui aurait semblé relever de la science-fiction à peine une génération plus tôt. Les fragments ont d'abord été numérisés en lumière visible à plusieurs longueurs d'onde, puis photographiés sous infrarouge, ce qui révèle l'encre devenue invisible à l'œil nu dans des conditions normales. Ils ont ensuite été examinés sous ultraviolet, qui fait luire certains composés organiques et met en évidence une écriture que l'œil ne peut absolument pas percevoir. Un fragment d'apparence totalement vierge, un bout de parchemin qu'un érudit aurait pu mettre de côté comme sans intérêt, pouvait s'illuminer sous infrarouge et révéler une ligne entière de texte restée invisible pendant 2000 ans. L'encre s'estompe, mais elle ne disparaît pas toujours. Elle s'enfonce dans le parchemin, elle se transforme. Elle devient imperceptible à l'œil humain,
tout en laissant une trace que la bonne longueur d'onde peut ramener à la surface. L'imagerie n'a rien ajouté au rouleau. Elle a révélé ce qui s'y trouvait déjà, en attente. Et je voudrais vraiment que vous ressentiez cela, parce que c'est presque insupportable quand on y réfléchit. Les mots n'ont jamais disparu. Ils étaient là, posés sur ce parchemin depuis 2000 ans, pendant que génération après génération d'érudits les regardaient droit dans les yeux et ne voyaient qu'un cuir abîmé et vide. Ce n'est pas parce que le texte était perdu que nous ne le voyions pas. C'est parce que nos yeux n'ont jamais été faits pour le percevoir. La machine a simplement ouvert une porte qui avait toujours été là. Ces images ont ensuite été intégrées dans des modèles d'apprentissage profonds entraînés sur l'écriture manuscrite de manuscrits anciens. Des systèmes qui avaient déjà étudié des milliers d'exemples d'écriture hébraïque, araméenne et grecque datant de la période du Second Temple. Les formes de lettres, les habitudes des scribes, les infimes détails qu'un lecteur humain aurait ignorés sans même s'en rendre compte. Mais la machine n'a pas simplement lu les rouleaux, elle les a reconstruits. Elle a repéré de faibles traces de lettres que les analystes humains avaient complètement laissées passer. Elle a rapproché des fragments qui avaient été séparés pendant des décennies. Des morceaux qui, physiquement, appartenaient au même document, mais qui avaient été classés dans des collections différentes, étudiés par des chercheurs différents, sans jamais avoir été reconnus comme partie d'un même texte original. Elle a détecté des palimpsestes, ces endroits où le texte avait été gratté puis recouvert d'une nouvelle écriture, avec la version antérieure qui transparaissait encore en dessous. Imaginez ce que cette seule capacité représente. 2 morceaux de parchemin arrachés de la même ligne, séparés à un moment quelconque au cours des 2000 dernières années, retrouvés dans des archives différentes, des pays différents, des carrières universitaires différentes. Aucun être humain ne les relie, parce qu'aucun être humain ne peut embrasser d'un seul regard l'intégralité de la collection. Puis la machine examine tout en un seul passage et fait glisser doucement les 2 moitiés l'une vers l'autre, comme une phrase qui s'achève après 20 siècles de silence. Elle a aussi déchiffré les écritures avec une précision qu'aucun analyste humain n'aurait pu atteindre. Elle a mesuré l'espace entre les lettres au dixième de millimètre. Elle a détecté la pression derrière chaque trait. Elle a identifié des différences dans la façon dont certaines lettres étaient formées, des différences pointant vers des scribes distincts, des époques différentes, et, comme on l'a découvert, quelque chose que personne dans l'équipe n'avait anticipé. L'écriture de la peur. Ce que la machine avait signalé, c'était un passage du livre de Nahum, et l'écriture y était fausse, pas simplement différente, fausse, hachée, précipitée, irrégulière. L'espacement entre les lettres vacillait de façon imprévisible. La pression derrière chaque trait bondissait d'un mot à l'autre. Les lignes dérivaient loin de l'horizontale. Tout cela indiquait un scribe, écrivant rapidement sous une tension extrême, sans rien de la précision maîtrisée qui caractérisait le reste du même rouleau. Les analystes ont regardé cela de près. Ce qu'ils avaient sous les yeux n'était pas simplement une main différente, c'était la peur rendue visible dans le parchemin. Comprenez ce que la machine a réellement mesuré ici. Elle a mesuré l'espacement entre les lettres au dixième de millimètre, et dans ces mesures, elle a trouvé quelque chose qu'aucun test chimique et qu'aucune datation au carbone n'aurait jamais pu fournir. Elle a trouvé un état d'esprit, le tremblement dans les traits, les légères hésitations là où la plume s'était brusquement arrêtée au milieu d'un mot, le rythme brisé et vacillant d'une main, Aileen, qui était glacée, ou épuisée, ou terrifiée. 2000 ans se sont effondrés dans l'espace entre 2 lettres, et ce qui est passé par cet espace n'était pas de la donnée. C'était un sentiment. Voilà précisément l'instant où la grotte de l'horreur a cessé d'être un simple nom sur une carte pour devenir une scène réelle. Ce qui rendait la chose encore plus déchirante, c'était le contraste. D'autres passages de ce même rouleau étaient calmes, maîtrisés, réguliers. Le travail d'une main entraînée qui disposait de tout le temps nécessaire. Ce n'était donc ni un scribe maladroit, ni un copiste sans expérience. C'était quelqu'un de compétent dont la main avait cessé d'être assurée. Quelque chose avait changé entre un passage et le suivant. Quelque chose s'était mal passé dans la pièce.
Pensez à ceux qui se trouvaient réellement dans cette grotte. Ces rouleaux n'avaient pas été produits dans un scriptorium paisible par des scribes professionnels disposant de tout leur temps. Ils avaient été copiés par des gens qui fuyaient, des gens qui se cachaient, des gens qui savaient que les soldats romains les traquaient à travers le désert, que leur communauté était en train d'être anéantie, que tout ce en quoi ils croyaient allait être effacé à jamais. Et ils copiaient les Écritures quand même, à la lueur d'une lampe dans une grotte, les mains tremblantes, tandis que l'Empire qui allait les tuer campait sur les falaises juste au-dessus de leur tête. Ces rouleaux n'ont jamais été de simples artefacts religieux. C'étaient des actes de résistance, des messages de gens qui refusaient de laisser leur foi disparaître silencieusement avec eux. Et une machine, 17 siècles plus tard, a capturé cette résistance dans la pression même des lettres, la preuve physique d'un courage imprimé directement dans le parchemin. Imaginez être l'un de ces chercheurs. Vous introduisez des données brutes dans un modèle, en attendant des formes de lettres et des estimations de dates. Et ce qui vous revient, c'est la main d'un être humain terrorisé, écrivant dans l'obscurité durant les derniers jours de sa vie. Ce n'est pas le genre de choses que l'on annonce dans un communiqué de presse le lendemain matin. C'est le genre de choses avec laquelle on reste assis dans une salle fermée avec les quelques autres personnes sur Terre qui comprennent exactement ce qu'elles ont sous les yeux. Mais la peur perceptible dans un rouleau n'était pas ce qui avait le plus ébranlé les chercheurs. Le véritable choc est survenu lorsque la machine a cessé d'examiner des fragments individuels pour porter son attention sur la totalité des 25 000 d'un seul coup. Non pas une bibliothèque, mais une opération de sauvetage. Vous connaissez probablement la version officielle. Une secte juive, généralement identifiée comme les Esséniens, vivait à Qumran, près des grottes. Ils copiaient et protégèrent des textes sacrés dans le cadre de leurs pratiques religieuses. Lorsque Rome s'est rapprochée, ils ont dissimulé leur bibliothèque dans ce groupe isolé. Une seule bibliothèque, claire et simple. La machine a démantelé cette version. Les rouleaux n'ont pas été produits par une seule communauté. Ils ont été rédigés par des dizaines de scribes différents, peut-être des centaines, travaillant sur une période d'au moins 200 ans. L'analyse de l'écriture a identifié des mains distinctes disséminées à travers l'ensemble de la collection. Certains scribes apparaissaient dans plusieurs rouleaux, travaillant tout au long de longues carrières. D'autres n'apparaissaient qu'une seule fois et plus jamais. C'est bien plus de variété qu'une seule secte isolée n'aurait jamais pu en produire. 200 ans. Arrêtez-vous sur ce chiffre. Ce n'est pas une communauté qui copie ses livres sur une seule vie humaine. Ce sont des gens qui sont nés, ont vieilli et sont morts, transmettant ce travail à la génération suivante, qui n'était pas encore née lorsque les plus anciens de ces rouleaux avaient été écrits pour la première fois. Des générations entières de mains. La machine pouvait les voir toutes disposées simultanément, comme des empreintes digitales sur une scène s'étendant sur 2 siècles. Et puis il y a le problème des langues. Les rouleaux contiennent de l'hébreu, de l'araméen, du grec et du paléo-hébreu, une écriture archaïque qui n'était plus d'usage courant depuis des siècles au moment où ces textes ont été rédigés. Pourquoi une petite communauté isolée aurait-elle préservé des écritures en 4 systèmes d'écriture entièrement différents? La machine a orienté vers une réponse qui change absolument tout. Ces rouleaux ne seraient peut-être pas du tout la bibliothèque d'une seule communauté. Ils seraient peut-être le fruit d'une opération de sauvetage. Tandis que Rome resserrait son emprise sur la Judée, tandis que le temple était détruit en l'an 70 de notre ère, tandis que les communautés juives étaient dispersées et massacrées à travers toute la région, des textes sacrés provenant de l'ensemble du territoire furent rassemblés et dissimulés dans les grottes du désert. Non pas la collection d'une seule secte, les archives d'urgence d'une civilisation entière, les derniers vestiges survivants d'un monde littéraire juif varié, porté dans ces grottes par des gens qui savaient que leur monde touchait à sa fin et qui désiraient désespérément que quelque chose leur survive. Les textes grecs pouvaient provenir de communautés juives hellénisées dans les villes côtières, les textes hébreux de communautés traditionnelles proches de Jérusalem, les textes araméens de populations rurales parlant la langue quotidienne du pays, des communautés différentes, des grottes différentes, toutes tendant vers la même obscurité au même moment maudit.
Vous voyez combien cela élargit la perspective? L'ancienne version était presque rassurante. Un groupe discret recopiant ses propres livres, les mettant soigneusement à l'abri quand les troubles arrivaient. Mais ce que la machine décrit, c'est tout autre chose. La sauvegarde d'urgence d'une civilisation entière qui savait qu'elle était en train d'être effacée. Non pas une seule bibliothèque. La mémoire dispersée d'un monde entier, cachée dans la roche par des dizaines de mains différentes qui ne se sont jamais rencontrées et n'étaient jamais destinées à se retrouver côte à côte dans la même grotte. Ce qui signifie que chaque fragment représente une décision prise sous pression. Quelqu'un se tenait devant ces écrits sacrés, sachant que les soldats approchaient, sachant qu'il lui était impossible de tout emporter et choisissant ce qu'il fallait sauver et ce qu'il fallait laisser derrière. Et une fois que la machine eut compris cela, elle remarqua quelque chose encore plus frappant que ce qui se trouvait dans les grottes. Elle remarqua ce qui manquait, le livre qui n'est pas là. Les manuscrits de la mer morte contiennent des fragments de presque tous les livres de la Bible hébraïque. Presque. Le livre d'Esther est entièrement absent. Pas un seul fragment d'Esther n'a jamais été identifié parmi les 25 000 morceaux retrouvés. Et le livre des Chroniques est lui aussi presque absent, ne survivant que sous la forme des bribes les plus infimes et les plus incertaines. Pourquoi? C'est ce qui rend cette absence véritablement étrange. Esther n'est pas un livre mineur. Il explique l'origine de Purim, l'une des fêtes juives les plus célébrées. Il raconte l'histoire de la survie juive sous un empire hostile, un thème qui aurait dû résonner avec une puissance particulière auprès de communautés traquées jusque dans des grottes désertiques. De tous les livres susceptibles de manquer, c'est celui qui aurait dû parler le plus fort à ces gens-là, et il n'y est tout simplement pas. L'explication traditionnelle veut que la communauté de Qumran ait rejeté Esther pour des raisons théologiques, peut-être parce que le livre ne mentionne jamais explicitement Dieu. Mais la lecture par la machine de l'ensemble du corpus pointe vers quelque chose de plus humain. Si les manuscrits sont le fruit d'une opération de sauvetage plutôt que d'un canon soigneusement constitué, alors l'absence n'est pas un verdict théologique. C'est une perte accidentelle. Quelqu'un n'a pas pu l'atteindre à temps. Quelqu'un n'a pas pu le porter. Il est resté sur l'étagère au moment où il a fallu choisir entre une seule brassée de parchemin et une longue ascension terrifiée vers une grotte dissimulée. Pendant des générations, nous avons lu ce vide comme un jugement, comme si quelques conseils avaient délibéré et rayé Esther de la liste. Mais si ce sont là les livres que des gens ont saisis en fuyant pour leur vie, le livre manquant est peut-être simplement celui qu'on n'a pas pu atteindre. Un livre perdu non pas parce que quelqu'un l'a condamné, mais parce que les mains ne peuvent porter qu'une certaine quantité quand les soldats approchent. Ce qu'ils ont sauvé nous dit ce qu'ils valorisèrent le plus. Ce qu'ils ont laissé derrière révèle ce que ce moment leur a coûté. Le texte. Sous le texte. Lorsque la machine s'est tournée vers les livres qui ont été préservés, elle a constaté qu'ils ne disaient pas toujours ce qu'ils étaient censés dire. Retour aux fragments grecs provenant de la grotte de l'horreur. La machine les a comparés avec la Septante standard, cette ancienne traduction grecque de la Bible hébraïque réalisée à Alexandrie à partir d'environ le IIIe siècle avant notre ère, qui est devenue l'écriture grecque de référence à travers tout le monde méditerranéen et a ensuite été adoptée par les premiers chrétiens comme leur Ancien Testament. Ces fragments étaient censés correspondre à cette version. Ce n'était pas le cas, pas entièrement. Les choix de mots différaient. Les phrases s'organisaient dans des arrangements distincts. Certains passages semblaient avoir été traduits de manière indépendante, plutôt que copiés depuis le texte standard. Au moment où ces textes étaient recopiés et dissimulés, il n'existait aucune écriture grecque unique et fixée. Des versions concurrentes circulaient, chacune considérée comme faisant autorité par la communauté qui l'utilisait. Cette diversité n'était pas une corruption apparue après coup. La diversité était la condition originelle, et le même schéma se retrouvait dans les textes hébreux. Des fragments présentèrent des variations par rapport aux textes massorétiques. La Bible hébraïque standardisée n'a pas été finalisée avant des siècles après que ces rouleaux étaient déjà scellés dans leur jarre. Le texte massorétique constitue le socle de chaque Bible juive moderne et de la plupart des Anciens Testaments chrétiens. Les rouleaux le précèdent, et les rouleaux racontent une histoire différente, des versets différents,
des emphases différentes, des passages qui apparaissent dans les rouleaux sans jamais trouver leur place dans la version standardisée ultérieure. La Bible n'a pas été transmise comme un document achevé et définitif. Elle a été façonnée sur des siècles, éditée, débattue, révisée. La version qui existe aujourd'hui est le résultat final de choix que des communautés postérieures ont fait concernant quel texte inclure, quelle lecture retenir, quelle version ériger en référence correcte. Les rouleaux ne disent pas cela pour saper la foi. Ils le disent parce que c'est ce que le parchemin enregistre. Ils ont préservé l'instant qui précède la finalisation de ces choix. Une tradition encore vivante, encore disputée, encore interprétée de façon concurrente par différentes communautés, avant que la standardisation n'efface discrètement les différences. La machine a retrouvé les empreintes de ce processus partout dans la collection. Des corrections de scribes ou des lecteurs ultérieurs ont ajusté des passages pour les faire correspondre à la version qu'ils préféraient, des effacements où le texte avait été gratté et remplacé, des notes en marge où les scribes consignaient des variantes de lecture, pleinement conscients que d'autres versions existaient et incertains de laquelle était juste. Ce sont les marques d'une tradition vivante, encore en train d'être façonnée et débattue, lorsque les Romains sont arrivés et ont détruit les communautés qui la gardaient. Ensuite est venue la standardisation. Une version est devenue l'autorité. Les variantes ont été oubliées. La diversité s'est effacée des mémoires, jusqu'à ce que presque personne ne se souvienne qu'elle avait jamais existé. Puis est venu ce que la machine a découvert sous la surface visible. La détection de palimpseste a révélé un texte qui avait été gratté et recouvert, des versions antérieures que les scribes avaient supprimées pour réutiliser un parchemin coûteux, laissant de faibles traces enfouies sous l'écriture visible. Certaines de ces traces étaient des variantes de lecture de textes déjà connus, d'autres étaient des fragments d'écrits qui n'apparaissent nulle part ailleurs dans l'ensemble du corpus des manuscrits de la Mère morte, et certains étaient des passages que la machine ne pouvait faire correspondre à aucun document ancien connu. Ce dernier groupe est celui qui devrait vous marquer. Ces passages effacés sans correspondance pourraient être des textes qui n'existaient nulle part ailleurs sur Terre, des écrits que quelqu'un a grattés parce qu'un scribe ultérieur a décidé qu'autre chose était plus important. Nous ne possédons pas ces documents. Nous ne les posséderons jamais. Tout ce que nous avons, c'est leur fantôme, la faible empreinte laissée dans le cuir par une plume qui les a couchés sur le parchemin, avant qu'une autre plume ne les efface. Quelque part sous les mots que nous pouvons lire se trouvent les mots que quelqu'un a décidé que nous ne devrions pas lire. Et pour la première fois, une machine en a saisi le contour, ce qu'elle a réellement révélé. Les rouleaux ne constituent pas un message unique. Ils sont des couches de messages, des voix accumulées à travers les siècles, parfois en accord, parfois en contradiction, parfois effaçant ce qu'une voix antérieure avait dit. Les fragments de la grotte de l'horreur, recopiés par des gens qui savaient qu'ils ne verraient peut-être pas le matin, cachés par des gens qui espéraient seulement qu'un jour quelqu'un les trouverait, font partie de ce cœur. Ils ont attendu dans l'obscurité pendant près de 2000 ans et la machine les a finalement lus. Voici ce que l'intelligence artificielle a véritablement révélé à l'intérieur des manuscrits de la Mère morte. Non pas un secret, une histoire. L'histoire de la façon dont les Écritures ont vraiment été construites. Comment la foi a été débattue, copiée avec des variantes, modifiée sous la pression, et façonnée par des mains humaines bien avant de se fixer dans les textes que le monde tient aujourd'hui. La machine a lu ce que les yeux humains ne pouvaient pas voir. Elle a trouvé des schémas que les chercheurs avaient manqués pendant 75 ans. Elle a mis à nu une diversité là où la standardisation avait imposé une uniformité. Elle a saisi la peur et le courage dans le tracé des lettres, et elle a montré clairement que la Bible d'aujourd'hui n'est pas la Bible qui existait il y a 2000 ans. Cela ne brise pas les Écritures. Cela les révèle pour ce qu'elles ont toujours été. Un effort humain pour préserver quelque chose de sacré et le transmettre à travers les générations, contre le feu, contre les empires, contre le temps lui-même. Les gens qui ont caché ces rouleaux dans la grotte de l'horreur savaient qu'ils allaient mourir.
Ils ont copié les textes quand même. Ils les ont scellés dans des jarres quand même. Ils espéraient qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, quelqu'un les trouverait et comprendrait. Cet espoir a reçu une réponse. D'abord par un berger qui poursuivait une chèvre égarée, puis par des chercheurs qui ont passé 75 ans à rassembler des fragments à la main, et maintenant par une machine capable de lire ce qu'aucun œil humain n'aurait jamais pu déchiffrer. L'histoire n'a jamais été simple. La foi n'a jamais été simple. Les manuscrits en sont la preuve, et la machine continue de lire. Alors voici la question que je n'arrive pas à cesser de retourner dans ma tête, et je veux votre réponse dans les commentaires. Si ces communautés ont délibérément choisi quel texte méritait qu'on meure pour les protéger, que nous dit le livre qu'elles ne pouvaient pas emporter sur ce qu'elles craignaient vraiment de perdre? La machine dévoilait-elle l'histoire, ou était-elle en train de la réécrire discrètement? Dites-le moi ci-dessous. Et si c'est le genre d'histoire enfouie qui vous captive, abonnez-vous tout de suite, parce qu'il reste encore beaucoup à découvrir dans l'obscurité.